Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je reçois Pierre Hérubel. Pour moi, c'est un peu le Justin Welsh français, pour ceux qui connaissent cette figure de proue du mouvement solopreneurial. En France, les solopreneurs, ce sont toutes ces entreprises de une personne. Pierre, bienvenue dans le podcast. Salut Caroline, merci pour l'invitation et au plaisir de parler de LinkedIn avec toi. Que vous soyez entrepreneur, consultant ou marketeur, j'ai juste le meilleur plan. Avec le compte Pro Blank, gagnez du temps et allégez votre charge mentale. Ma fonctionnalité préférée, déclarer automatiquement vos revenus à l'URSSAF sans même sortir de l'application. Mais aussi centraliser votre compte pro, votre compta, vos assurances au même endroit, au même moment. Et pour en profiter dès maintenant, rendez-vous sur blank, blank.app/marketing square ou rendez-vous dans le lien en description. Bonne écoute à tous! Est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es lancé, quel a été un petit peu ton déclic et peut-être pourquoi LinkedIn? J'ai commencé à publier en janvier 2022. À la base, c'était pour trouver des leads pour mon ancienne agence. On avait misé sur le contenu LinkedIn, le social selling. Donc, les gens qui voyaient nos posts, on leur envoyait des messages. Et derrière, on avait aussi fait de l'outbound. Au final, c'était LinkedIn qui avait généré le plus de notre chiffre d'affaires. Sur LinkedIn, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des posts sur le growth marketing. On avait des boîtes qui étaient intéressées. On parlait avec ces boîtes-là en DM. On leur proposait un audit à 1000 €. On présentait l'audit, on faisait notre prestation de growth marketing. Donc ça, c'est le tout début. J'ai fait plein d'expérimentations avec des choses qui me ressemblaient pas. Tu vois, par exemple, je suis très mauvais en management, mais je parlais de management parce que j'ai l'impression que c'était la tendance. C'est pas le seul. Parce que tu regardes ce qui se passe, tu vois que ça marche un peu, donc tu testes. Donc j'ai expérimenté pendant 6 mois. Et après, je suis parti sur plus le growth marketing. Et après, j'ai eu un premier buzz, entre guillemets. J'ai eu un post qui a fait 6,8 millions de vues. Et je me suis dit, c'est bon, j'ai réussi, donc maintenant je peux me la couler un peu douce. Et après ça, j'ai eu une valley of despair, tu vois, pendant genre 8-10 mois où je postais tous les jours et j'avais pas trop d'engagement, pas trop de DM, enfin ça marchait pas trop. Donc j'ai continué. J'ai eu un deuxième momentum que j'ai fail une deuxième fois. Mais cette fois-ci, je me suis dit, je vais pas me reposer sur mes lauriers et je vais continuer. Et après, j'ai eu un troisième momentum en juin 2023. Quand j'ai commencé en fait à faire des infographies. Et après, donc je suis passé de 20 000 à 50 000, puis de 50 000 à 70, et là de 70 à 110 000. Et voilà, ça c'est un peu le process de 26 mois d'expérimentation, d'idéation, de trial and errors, et au final de trouver le style et ensuite de double down sur le style, quoi. C'est trop intéressant ce que tu dis parce que déjà on va parler de l'offre aussi, puisque forcément l'offre c'est le nerf de la guerre. Quand t'es solopreneur, c'est bien de créer une machine à vue, mais derrière, est-ce que ton offre elle correspond vraiment et elle te permet d'être rentable rapidement? Dans un premier temps, on n'en parle pas assez en France, je trouve, c'est craquer la méthode propriétaire. La méthode propriétaire, ça fait partie pour moi du travail de positionnement, c'est ma partie préférée du marketing, une partie vraiment sous-cotée et qui en fait est un peu le centre névralgique de tout ce que tu vas créer, ton offre, ta communication, ta prospection. On va donner un exemple B2C. On a une praticienne comme Anne Cali qui fait du drainage lymphatique, ce que font 99% des gens. Sauf que en fait, Anne, elle a trouvé une méthode un petit peu anti-cellulite avec un palpé roulé hyper particulier, hyper dynamique, et elle a créé du coup la méthode Anne Cali. Autrement dit, vos singularités et peut-être vos skill sets, ça peut créer le mix des deux, un mélange unique sur le marché. Donc déjà, je trouve que c'était très intéressant de revenir là-dessus, sur la partie différenciation qui est aussi importante sur LinkedIn parce que souvent, tu nous l'as dit, on poste la même chose que tout le monde. Pour toi, c'était les conseils en management et du coup, ça marche pas. Comment est-ce que toi, tu dirais que tu as travaillé justement ton offre? Là, tu nous as parlé des audits que tu vendais à 1 000 €. Tu avais déjà un peu stratégisé ta colonne vertébrale. Ça, tu l'avais fait en amont. Tu l'as appris pendant. Comment ça s'est passé? La première chose, c'est de choisir un client type idéal et de pas avoir de biais. Le premier, c'est la FOMO, de se dire, ah, mais en fait, si j'ai que ce type de client-là, je loupe plein d'opportunités. Donc ça, en fait, la plupart des solopreneurs, ils se ratent à ce moment précis. Ils ont trop de FOMO et ils ont peur d'avoir un positionnement clair parce que ils pensent qu'ils vont louper des opportunités. Et deuxièmement, en anglais, c'est le shiny object syndrome. Syndrome de l'objet brillant. Voilà, le syndrome de l'objet brillant, où en fait, tu lances un business et tu regardes à gauche et tu vois quelqu'un qui fait autre chose et ça a l'air mieux, et à droite pareil. Et en fait, ces deux choses-là, ça contraint les solopreneurs à toujours vouloir changer, tester des choses, etc. Et donc, ils brouillent leur positionnement.
Et en fait, la base du marketing, c'est d'avoir un positionnement très clair pour pouvoir être positionné dans un coin de l'esprit de ton client, pour qu'à la fin tu sois top of mind et qu'ils se disent ok, si j'ai besoin de B2B content, bah je vais aller vers cette personne, ou si j'ai besoin de faire des short vidéos, je vais aller voir Caroline. C'est ce positionnement là qui derrière génère de la demande et qui facilite la conversion de la demande aussi. Il faut avoir un positionnement et un point de vue aussi très très clair. Si tu as un point de vue qui est pas clair et qui est pas unique, tu vas faire peur à ton client. Pour n'importe quel business, c'est d'être affirmer, d'être ferme sur ce que tu proposes et d'avoir un point de vue qui est de la même manière unique, que tu gardes en permanence. Et c'est ça qui donne confiance et c'est ça qui te permet de convertir. Donc ça, c'est franchement le b.a-ba du marketing et de comment faire une bonne offre. Et après, sur l'offre, pour moi, c'est assez simple aussi. Il faut partir de la limitation que ton client a en ce moment. Il faut que tu sois très précis sur cette limitation-là. Et derrière, il faut que tu analyses où est-ce qu'ils veulent être dans 6, 12 mois, 24 mois. Ça va te donner leur situation idéale. Et toi, ton offre, ça va être de quelle manière tu les prends du point A, qui est douloureux, pour aller vers le point B, qui est une situation idéale. Carrément, et dans votre offre, pensez toujours à être un médicament plutôt qu'une vitamine. L'offre qui convertit peu, c'est proposer un truc un petit peu mieux. Donc, est-ce que vous voulez améliorer votre communication? Non. Est-ce que vous voulez enfin devenir visible? Il va falloir que dans votre communication, vous soyez un petit peu polarisant. Il va falloir utiliser des termes qui sont forts. N'ayez pas peur, parce que souvent, le problème qu'on a dans la définition, le message de son offre, c'est qu'on est un petit peu timide. Ça, c'est un peu le troisième biais du solopreneur qui se lance, c'est que justement, comme il y a le FOMO, la peur de manquer une opportunité, derrière le syndrome de l'objet brillant dont tu nous as parlé, autrement dit, le nouveau cadeau à Noël, on se dit, tiens, on m'a demandé 2 fois tel truc, je change tout. Il va y avoir aussi le troisième effet, je veux vexer personne, j'ai peur d'y aller franco parce que j'ai peur de me planter, et du coup, je suis un petit peu mou dans mon positionnement comme dans mon offre. Sur la partie promotion, tu nous dis, t'es arrivé sur LinkedIn un peu avec les codes d'Instagram, c'est-à-dire ce lead magnet qui est hyper décrié sur LinkedIn, du genre, je suis là pour vendre, je m'en cache pas, à l'américaine. Comment est-ce que tu structures ces posts pour que ça soit pas trop forceur? Comment est-ce que tu structures aussi, plus globalement, ta stratégie de contenu? Mon objectif final, c'est de vendre, mais je vends pas dans le contenu, en fait. Tout le contenu que je fais, il est éducationnel à 70%. 15%, c'est personal brand. Je l'ai fait parce qu'il fallait le faire. C'était pas dans mon ADN de base. Donc, j'ai fait des shootings photos. J'en ai fait 2. D'ailleurs, un shooting photo, c'est très rentable, en fait. Tu le fais une fois et tu utilises les photos pendant 6 mois. Dernièrement, les 15% restants des posts, c'est où je vais faire la promo de ma newsletter ou une nouvelle offre, etc. Et ça, en fait, c'est un framework que j'ai appelé le Authority First. Parce que mon but, c'est pas d'être une pop star, en fait, c'est d'avoir de l'autorité dans mon industrie. Derrière, t'as les 15% de personnalité où c'est important aussi parce que les gens aiment acheter, surtout aux solopreneurs, acheter une personne, ils sont un peu attachés en tout cas, où ils sont d'accord avec les idées. Je m'éloigne pas trop non plus de l'expertise dans le contenu personnel. Et dernier, les offres, là, faut juste vendre avec des messages forts comme t'expliquais. Trop intéressant. Et du coup, sur le post en tant que tel, qu'est-ce qui se passe entre le moment où tu te dis, il faut que je fasse un post LinkedIn, et le moment où tu appuies sur le bouton publier? On veut tout savoir, de l'idéation au message, le call to action. C'est quoi tes meilleures pratiques? Je pars toujours d'une idée qui est forte, qui est intéressante, et j'essaye jamais de faire un benchmark de ce que font les autres, etc. Je m'éloigne le plus possible de ça. Je vais plutôt parler à mes clients pour trouver soit une question, soit un problème précis. Et à partir de ce problème, je vais avoir des solutions qui, moi, sont assez rapides à avoir parce que ça fait 8 ans que je fais ça. Et derrière, je fais un visuel sur Canva, donc je fais une infographie en général. Et après l'infographie, je fais le texte. Et le texte, j'utilise un framework très souvent, c'est PAS, c'est Problem Agitate Solution. Donc, on explique le problème. Ensuite, on l'agite avec des exemples, des symptômes, d'autres problèmes qui viennent après, etc. Donc ça me fait un visuel, une infographie et un post en texte. Et derrière, je publie ça. Et après, je réponds aux commentaires. Je peux contacter aussi les gens qui commentent, etc. Et après, je peux engager sur leur post. On n'en parle pas assez sur LinkedIn, mais en fait, ton activité est aussi importante dans les interactions que tu as en dehors de tes posts que les posts que tu fais et les réponses à tes commentaires. Comment est-ce que toi, tu organises, Pierre, ta routine d'engagement? LinkedIn te prend quel temps? Est-ce qu'il y a des choses que tu délègues ou pas? Comment c'est organisé? Je poste tous les jours à 15h en Thaïlande, donc c'est 10h en France. Juste avant de poster, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon post de la veille et je vais aller répondre aux commentaires du post de la veille, même si j'avais déjà répondu au premier, il y en a eu plein d'autres depuis. Ensuite, je poste.
Après, je réponds aux premiers commentaires. Il y a, admettons, 40 commentaires en 1 heure, donc je réponds à ces 40-là. Et après, je lâche parce qu'il faut que j'aille faire autre chose quand même. Beaucoup de DM, c'est à peu près tout. Maintenant, j'ai beaucoup d'inbound, donc des gens qui me contactent directement. Le conseil que j'ai, c'est quand vous contactez les gens, donnez 5 fois avant de demander une chose. Dans les posts aussi. Surtout, n'allez pas voir quelqu'un lui dire ouais, ma boîte est trop bien, regarde, et faire un long pavé. Faut plutôt aller soit discuter, soit donner une ressource en plus, un case study, etc. avant de demander quelque chose. Et ça, je pense que c'est un bon hack qu'on peut donner aussi à nos auditeurs. On travaille, nous les marketeurs, sur la puissance de l'effet cumulé. En contenu, c'est une loi absolue. C'est-à-dire que finalement, l'important, c'est pas quel succès a eu votre post, c'est plutôt ok, sur ce mois-là, vous êtes à quel pourcentage de progression. Donc, traquez vraiment votre progression plutôt que de regarder, Pierre vous a dit à quel point c'était irrégulier. Vous pouvez faire un banger, derrière un banger, c'est très difficile de faire de la rétention. Donc, il y a souvent un moment où on se dit, ah bah, je suis moins bon qu'avant. Et en fait, c'est très irrégulier. Donc, faut vraiment parier sur la régularité, la consistance dont tu nous as parlé, Pierre, et le fait d'inciter les gens sous vos posts dans l'appel à l'action. C'est-à-dire, votre post, il finit par, je renvoie vers l'étape d'après. C'est obligatoire que vous donniez une seule étape d'après. On vous voit arriver, vous allez vouloir qu'on télécharge votre livre blanc, écoutez l'épisode, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Non, c'est une seule destination à la fois. À la fin de votre post, vous devez raconter l'étape d'après. Si je fais un post sur la marque personnelle, je vais dire, bah d'ailleurs, pour vous lancer, c'est le moment d'aller vous procurer mon livre From Zero to Hero. Si je fais un post sur mon épisode de podcast, je vais dire, bah pour aller voir l'épisode en vidéo, rendez-vous sur YouTube. Si j'ai mis beaucoup de bonus dans ma newsletter sur un sujet très précis marketing, je vais dire, pour voir tout ça avec plus de détails, rendez-vous dans la newsletter. Mais je fais jamais les 3 à la fois. Est-ce que tu as une stratégie de commentaires? Est-ce que tu as une stratégie d'ajout de personnes? On va parler juste après de warm outreach, mais je voulais savoir comment est-ce que déjà tu fais potentiellement du cold aussi. Il y a 2 types en fait de profils, mes clients potentiels. Et deuxième, il y avait mes pairs en fait qui sont sur les mêmes sujets, les mêmes industries. Donc ça, on va les commenter sur ces 2 types de profils-là. Et après, sans arrière-pensée, aller toujours commenter sur les posts des mêmes personnes. Ça a construit ton réseau. Sur le premier groupe, les clients, en fait, en général, ils postent pas. Les clients potentiels postent pas. Ils viennent pas commenter vos posts et ils viennent pas liker vos posts non plus. La plupart des gens me disent ça, la plupart de mes clients. Donc eux, en général, ce qu'ils vont faire, c'est visiter votre profil. Donc faut être aussi attentif sur les visites de profil pour regarder qui vient et aussi avoir un bon profil qui convertit entre guillemets ou qui donne une bonne étape suivante comme tu disais juste avant. Visite de profil, du coup, tu nous recommandes d'avoir LinkedIn Premium aussi pour pouvoir parler à des inconnus en messagerie. Est-ce que toi, tu as LinkedIn Premium? Est-ce que c'est nécessaire quand on se lance? Il me semble qu'il faut un essai gratuit. Oui, qui vous donne accès à LinkedIn Learning aussi, qui est une plateforme pas mal pour se former. C'est une question de priorité dans votre business. Savoir si vous voulez vraiment miser sur LinkedIn, bah oui, il vaut mieux prendre Premium. Si vous voulez plus miser sur YouTube, faut prendre un autre outil, vidIQ par exemple, pour faire de l'analyse de mots-clés. Donc ça, faut prioriser selon votre business. Et troisièmement, moi, oui, je l'ai et Sales Navigator, c'est très puissant. Donc toi, tu utilises le combo LinkedIn Premium que je vous recommande quand même. Je vous mettrai les détails dans la newsletter, mais il y a des grosses optimisations de profil. Le bouton personnalisé notamment qui vous permet de redistribuer votre newsletter. Pierre redistribue sa newsletter comme ça. Moi, vous pouvez directement acheter mes services pareil, direct via ce bouton personnalisé qui apparaît partout. Vous avez la possibilité de mettre en avant votre page service. Donc pour les solopreneurs, honnêtement, ne faites pas l'économie d'un compte LinkedIn Premium. Et puis, tu nous dis, Pierre, tu utilises aussi le Sales Nav. Alors là, on est sur un budget. On prend 100 € par mois dans la figure. Mais toi, comment est-ce que tu l'utilises, le Sales Nav, et à quelle fréquence? C'est vraiment la base de données B2B la plus puissante du marché. Pour moi, c'est vraiment essentiel, en tout cas, pour faire ce dont on parlait, le warm outreach. Ça va être de faire des listes de gens qui potentiellement peuvent devenir tes clients et derrière aussi sur des comptes. Je l'utilise de manière très simple comme ça. Donc je fais des listes de 20 à 30 personnes et après j'engage avec eux directement. Justement, je vais vous partager une petite nouveauté LinkedIn, une petite golden nugget. Je sais pas si vous l'avez tous, mais c'est en train de débarquer en France. Vous avez maintenant dans l'onglet Mon réseau la rubrique Reprendre contact, qui est quand même pas mal du tout, notamment si vous êtes dans les RH ou si vous cherchez potentiellement un nouveau job ou si vous êtes dans la vente et que vous allez cibler par exemple les DAF.
un DAF qui change de poste, bah potentiellement c'est la possibilité de vendre votre logiciel dans sa nouvelle entreprise, mais également vérifier que vous êtes bien toujours implanté dans l'ancienne. Autrement dit, bah pour les commerciaux, c'est également un puissant levier. Vous avez la possibilité de consulter les changements de poste, les anniversaires, c'est toujours sympa. Les anniversaires professionnels, ça c'est un peu plus niche. Et puis les formations, toutes les personnes qui ont diplômé, qui sortent de leur master et qui potentiellement vont arriver bientôt sur le marché des juniors de l'emploi, surtout dans des secteurs saturés. Je voulais attirer votre attention là-dessus. Je sais pas si tu l'as déjà utilisé ou si tu l'as déjà remarqué, Pierre, cette section, mais je trouve que il y a, comme toujours, un effet d'opportunité sur les premières personnes qui vont l'utiliser pour en faire un levier. J'ai pas utilisé encore, mais j'ai un fil d'actualité un peu similaire sur Sales Navigator. Ça me dit les gens de ma liste qui ont posté. Comme ça, j'ai pas besoin de scroll sur LinkedIn pour voir leurs posts. Trop pratique. Est-ce que tu utilises l'IA pour faire tes posts, Pierre, pour trouver des idées de sujets, tout ça? Comment est-ce que tu t'organises? J'utilise pas l'IA pour la création, pas pour la rédaction et pas non plus pour les designs. J'ai utilisé Midjourney un moment pour faire des photos, faire des montages photos à partir de Midjourney, mais bon, très simple. En back-end, j'utilise un peu l'IA pour faire de la correction en grammaire et en syntaxe pour l'anglais, en fait, parce que je poste tout le temps en anglais. Après, j'ai Hemingway aussi, c'est pas de l'IA, mais ça va analyser le texte et regarder si tu as mis trop d'adverbes, par exemple. En cumulant des techniques, entre guillemets, de copywriting comme ça, bah, ton post, progressivement, il va être de mieux en mieux. Il faut de plus en plus avoir le bon visuel sur LinkedIn. Vous avez des façons toutes simples d'y arriver. La génération d'images via Midjourney. Vous avez maintenant la possibilité d'utiliser Canva qui fait très bien ça. Vous avez aussi certains logiciels, je vous les mettrai dans la newsletter, qui offrent des très bons résultats en partant d'une 60aine de photos existantes qui vont vous générer des photos un peu qualité studio photo ou des photos de vous en train de bouger, des photos un peu lifestyle qui vont vous permettre d'illustrer vos posts. La dernière solution, Pierre l'a évoqué, effectivement, commander un shooting photo, honnêtement, ça tient toute l'année. Ça permet d'avoir des photos un peu de qualité professionnelle qui, quand vous vendez vos services, vont tout de suite vous faire grimper en autorité. Ça, c'est vrai. L'image, ça compte, surtout quand on vend du service, quand les gens achètent votre personne. Il faut absolument s'intéresser à son image. Et en fait, en ayant un brief très précis avant de faire votre shooting photo, vous allez aller beaucoup plus vite. Je vous dis ça parce que moi, j'ai perdu beaucoup de temps à pas trop savoir ce que je voulais, à pas bien aiguiller les photographes, à pas prévoir en avance mes posts. Et du coup, derrière, je devais partir des images pour faire mes posts. Investissez dans un shooting photo. Ouais. Meilleur retour sur investissement. Et honnêtement, si le photographe est bon ou la photographe, mais bien à l'aise, et c'est elle ou lui qui va vous guider dans les postures, etc. Parce que c'est pas naturel de faire comme tu dis, vas-y, ouvre un livre et lis. On penserait pas à le faire soi-même. Si le photographe dit ça, en fait, juste on le fait, il prend la photo et voilà, c'est plus facile, je trouve. Carrément. Merci Pierre d'avoir été avec nous dans cet épisode. On sait maintenant tous tes petits secrets pour réussir sur LinkedIn. Évidemment, la monnaie d'échange, c'est d'aller suivre ce que tu fais pour pouvoir voir justement ces posts sur le marketing. Ça nous permet de pratiquer notre anglais. Et puis, il y a aussi ton excellente newsletter qu'on mettra dans les ressources de l'épisode. Et puis, on peut aussi aller voir ta chaîne YouTube pour avoir encore plus de ressources marketing. Merci Pierre d'avoir été avec nous et on te dit à très vite dans un nouvel épisode. Ciao! Merci, à bientôt. Ciao. Salut!